Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la CET. C'est ce qui se passe avec le délaissage qui est de retour et comment les Togolais vivent ce délaissage-là. Quelles sont les causes profondes de ce délaissage? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et pourquoi on en aura encore pour longtemps par rapport à cette situation? Et c'est tout ça que nous allons, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, il faut rappeler rapidement que, effectivement, depuis quelques semaines, les Togolais font face à des coupures intempestives du courant électrique. Et officiellement, il n'y a aucune explication. Il y a la CET qui a balancé un communiqué sur la toile, soit disant que c'est pour des raisons de maintenance de leur matériel, de leur ligne, et qu'ils procèdent à ces coupures-là. Et généralement, les coupures sont assez longues. Et on constate que dans la périphérie de la ville de Lomé, je laisse l'intérieur du pays pour le moment, dans la périphérie de la ville de Lomé, elles sont plus longues qu'à Lomé même. Quand vous allez vers Adétikopé, hormis la Pia, Tchévier, Djagblé, et Apé Sito, Sobo Sito, tout ce qui est Sito là, vers Agoué, vous passez par Zanguera, tout ça, des gens font l'objet de coupures jusqu'à 6 heures, 7 heures de temps. Et au centre-ville, on fait des délaissages de 2 heures, 3 heures, on ramène rapidement le courant. En fait, c'est une méthode de la CET qui consiste à priver ces quartiers périphériques de l'électricité pendant longtemps pour pouvoir alimenter le centre-ville ou certains quartiers comme la résidence de la Caisse, la cité OUA, et la cité Millennium et tout ce que vous avez, l'administration et tout ça. Donc, aujourd'hui, les Togolais ne savent pas à quel sein se vouer. On ne leur dit absolument rien. Ils sont juste victimes de ces délaissages-là qui perturbent les activités, qui grillent leur matériel, qui les empêchent de travailler pendant des heures, qui perturbent l'économie en général, mais personne ne dit absolument rien. Alors, nous avons par le passé, comme on sait bien le faire à l'alternative, fait plusieurs publications sur la CET et Contour Global. Et il n'y a pas que nous seuls, il y a d'autres journaux jusqu'à une période récente qui ont continué par faire des publications sur la question énergétique au Togo et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et généralement, nous ne lisons plus tellement aujourd'hui, on est beaucoup plus accrochés aux réseaux sociaux, on ne lit pas la presse. Il y a beaucoup d'enquêtes que les journalistes togolais ont eu à faire sur la question de la CET, le contour global, la question de l'énergie au Togo en général. Et aujourd'hui, il est important qu'on revienne sur tout ça. La première des choses que nous devons savoir, c'est que le Togo n'est pas un pays sur le plan énergétique souverain. On n'est pas un pays souverain sur le plan énergétique. Nous prenons de l'électricité chez nos voisins, particulièrement au Ghana, où nous prenons de l'électricité auprès de la Volta River Authority, jusqu'à parfois 150 à 200 mégawatts. Nous prenions en Côte d'Ivoire, on n'en prend plus en Côte d'Ivoire depuis quelques années, parce que le coût de l'électricité venant de la Côte d'Ivoire est un peu plus cher. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, on n'en prend plus. On en prend du côté du Nigeria. Le Nigeria, c'est auprès de la Transmission Company of Nigeria, c'est la TCN, où nous prenons jusqu'à parfois 55 mégawatts. Et alors, sur le plan local, il y a la centrale de la CET qui est au siège à Lomé là-bas, qui produisait quelques mégawatts comme production locale. Depuis, elle ne produit plus rien. Les deux groupes de la CET sont totalement hors service, sont gâtés. Il y a la centrale LTBL qui produisait aussi. Depuis, le groupe aussi est gâté et ne produit plus rien. Et il y a une centrale à Kara de la CET qui ne produit que 2 mégawatts. 2 mégawatts. Vous avez la centrale de Sokodé qui devait normalement produire entre 2 et 3 mégawatts. Depuis, elle ne produit plus rien, c'est zéro, parce que les machines sont hors d'usage. Vous avez le barrage de Kwime, qui a été construit à l'indépendance par Sylvanus Olympio et
le président de la Yougoslavie, Tito, qui était de passage au Togo, qui devait, je pense que c'est le premier barrage qui devait alimenter un certain nombre d'agglomérations, qui alimentait même le camp hérité à l'époque. Cette centrale n'a pas été entretenue, mais elle continue de produire ne serait qu'un seul mégawatt. Un mégawatt que la centrale produit si éventuellement il y a de l'eau, parce que c'est une centrale hydroélectrique. S'il n'y a pas de l'eau, elle ne produit rien, mais en saison de pluie, elle produit un mégawatt. Or, nous avons besoin de 310 mégawatts pour nos besoins. Et quand vous additionnez tout ce qu'on ramasse à gauche, à droite, qu'on paie là, le compte n'est pas bon. Évidemment, il faut chercher la différence pour pouvoir faire tourner le pays. Et c'est justement là où se pose le problème. Alors, ce débat, cette émission, nous allons le faire en 2 étapes. Nous allons parler d'abord de la CET, son fonctionnement. C'est une société d'État, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle produit réellement. Et puis après, nous allons parler de contour global, de centrale Kekeli et de toutes les autres centrales qui normalement devaient aider à régler le problème du manque de l'électricité dans notre pays. Alors, la CET, en moins de 10 ans, a connu plus de 5 directeurs généraux. Preuve en est que la société ne se porte pas bien. Et à chaque fois qu'il y a un remaniement, qu'on remplace le ministre de l'Énergie, celui qui vient et cherche par tous les moyens à placer un de ses protégés. Et c'est presque devenu une vache à lait que des gens exploitent comme ils veulent. Alors, quand on parle de la CET, on parle fondamentalement de la gestion qui en est. Et cette gestion-là n'est pas du tout saine. C'est le point de départ d'abord de tous les problèmes, la gestion de la CET. Elle est à l'image de la gestion de toutes les sociétés d'État. Gabégie, népotisme, clientélisme, détournement, projets foireux, des marchés gré à gré, des barons qui ont créé plein d'entreprises qui prennent des marchés qui ne livrent pas, et des trucages de compteurs. Et la CET, c'est une entité totalement malade de sa gestion. Et comme au Togo, l'impunité est totalement consacrée, personne n'est véritablement inquiété à travers cette gestion-là. Pour votre information, il faut savoir que on a connu 4 ou 5 directeurs depuis, et puis actuellement on a un nouveau directeur qui est un retraité, qui a été ramené en fonction par la jeune ministre de l'Énergie. Et dans la réforme intérieure de la CET est passée de 13 directeurs à 24 directeurs aujourd'hui. C'est-à-dire une société qui est malade, au lieu de diminuer les charges de la société, on nomme des directeurs pour augmenter les charges de cette société-là. Donc, la société est passée de 13 directeurs aujourd'hui à 24 directeurs. Et tous ces directeurs-là, vous imaginez, ils ont des avantages. Ils ont des véhicules, ils ont des bons d'essence, ils ont des chauffeurs, ils ont des privilèges de consommation de l'électricité à leur domicile. Donc, tout ça, ce sont des charges qui pèsent sur la société pendant que les populations, parfois, sont contraintes de payer les factures à un coût assez élevé. La CET, c'est aussi une vache à lait pour les ministres d'abord de l'énergie, les ministres de l'énergie. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Tu peux continuer. Il n'y a pas de souci. OK. La CET, c'est également une vache à lait pour les ministres de l'énergie. Et les ministres de l'énergie trouvent pratiquement toute leur fortune à la CET. Aujourd'hui, la jeune ministre de l'énergie au Togo,
quand nous étions au pays, on avait publié un article que la CEB lui avait acheté une voiture à presque 100 millions, une V8. La CEB, qui était déjà en difficulté, a acheté une voiture à la ministre, pas seulement elle seule, mais à son collègue aussi du Bénin. Nous avons publié l'article et les factures de cette voiture-là. Et puis ensuite, la CET a également acheté une Prado à la ministre. Donc, vous avez une ministre des Mines et de l'Énergie qui est déjà bien installée dans son ministère, qui a tous les avantages dans son ministère, qui a des véhicules de commandement dans son ministère, mais qui se fait acheter un véhicule par la CEB et un autre véhicule par la CET. Vous voyez comment est-ce qu'on charge inutilement les entreprises d'État. Donc, elle a un véhicule acheté par la CET, une Prado, mais ce n'est pas que ça. Elle a aussi des bons d'essence que la CET fournit à la ministre de l'Énergie et à d'autres ministres d'ailleurs. Et la CET verse à la ministre des Mines et de l'Énergie, c'était depuis le temps d'Amipi, 4 500 000 francs par mois. 4 500 000 francs par mois que la CET paye, verse à la ministre de l'Énergie et des Mines pour entretenir son domicile et évacuer les puisards. Vous imaginez? C'est-à-dire, la CET débloque 4 500 000 francs chaque mois pour mettre à la disposition du ministre ou de la ministre de l'Énergie pour entretenir sa maison et vider les puisards. Je ne sais pas si dans la maison des ministres, les puisards se remplissent chaque mois ou l'entretien de leur maison, c'est chaque mois. Mais chaque mois, la CET met à la disposition de le ministre cette somme-là pour l'entretien de leur domicile et vider les puisards de la ministre de l'Énergie. Bon, je ne sais pas combien de fois on va aux toilettes là-bas, mais ça, ce sont les réalités qui se passent dans notre pays. Pour une société qui est endettée et qui écrase les citoyens dans le paiement des factures. Au-delà de ça. Oui, Ferdinand. Ouais, mais il ne faut pas oublier que quand on est ministre, il y a tout le village qui vient devant le domicile. Donc, tout le village vient faire ses besoins dans les toilettes. Donc, le puisard, ça se comprend bien. Et c'est la CET qui supporte toutes ces charges-là. Donc, la CET verse à la ministre des Mines et de l'Énergie 4 500 000 pour vider ses puisards mensuellement. Et elle met un lot de bons de carburant. Elle ravitaille le ministre en tout, les champagne. Je l'avais déjà dit quand j'étais au pays. La CET, peut-être que maintenant ça a diminué, la CET commandait chaque année 100 millions de champagne. Du champagne pour donner aux institutions, alors que les institutions ont aussi leur budget. La CET achète par exemple 100 millions de champagne, soi-disant pour donner à la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale, à des ministres, alors que ces institutions ont aussi leur budget. Donc, la CET achetait 100 millions de champagne, du champagne Runa, voilà la marque du champagne que la CET achetait, pour les ministres, les institutions, au point que certains fonctionnaires de la CET étaient devenus des vendeurs de champagne. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à maintenant, mais c'était factuel, c'était une réalité. 100 millions pour commander des champagnes pour les institutions. Et il y a également, dans cette gestion assez scabreuse de la société, tout ce qui relève des dettes non techniques de la CET. Les dettes non techniques de la CET, c'est tout ce que vous entendez par les trucages de compteurs. Parfois, ce sont même les agents de la CET, certains techniciens, qui vont truquer les compteurs au domicile de certaines personnes et pour les sociétés libanaises qui sont au port autonome de Lomé, qui ont installé des usines là-bas, où on truque les compteurs moyennant de l'argent. Et donc, vous constaterez que le trucage de compteurs est devenu une norme dans notre pays. Et justement, parlant du trucage de compteurs, il y a eu un audit à la CET, il n'y a pas très longtemps, un audit par un expert de la CET. Je vous dirai ce qui est caché derrière tout ça. Un audit, cet expert, il est connu depuis des années, un homme assez rigoureux. Il a déjà fait des audits à Dapaon, à Bassa, à Kara, à Sokoré. Et donc, il a récemment fait un audit dans toute la zone de la cité, de la résidence de la Caisse, cité du Millénium, cité OUA. Et
les résultats de cet audit-là montrent que la plupart des gens qui sont dans ces endroits-là ont truqué les compteurs. Ils vivent avec des compteurs truqués. Vous savez que c'est là-bas qu'on consomme beaucoup plus d'énergie parce qu'ils ont leur maison, ils ont climatisé leur garage, ils ont leur salon, ils ont les piscines, ils ont les salles de gym et tout. Et c'est à ces endroits-là qu'il y a eu plus de trucage de compteurs. Et donc, ce monsieur qui a fait cet audit-là, une fois que l'audit a été réalisé, la direction de la CET a mis l'audit dans le tiroir et a changé de poste au monsieur, ils l'ont mis au garage. Mais quelque temps après, l'audit est ressorti et on a voulu appliquer des sanctions contre les gens. Et ce monsieur a été encore renvoyé sur le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, le monsieur, il fait une crise, il est tombé malade, il a eu quelques abcès, et puis bon, voilà, il est tombé malade, et puis il est mort. Il est mort, et depuis qu'il est mort, on a retourné l'audit dans les tiroirs. Et ce monsieur a été enterré, je ne vais pas donner son nom pour ne pas réveiller les douleurs de sa famille, a été inhumé au mois de décembre dernier. Voilà, au mois de décembre dernier. Et donc, à la Société, tout le monde connaît cette histoire-là, de cet audit-là, dans cette zone qui a révélé les trucages des compteurs des barons. C'est-à-dire, ceux qui volent l'argent du pays sont ceux qui payent le moins les factures d'électricité. C'est-à-dire qu'ils se rendent coupables d'un double vol. Ils volent non seulement l'argent du pays, mais ils refusent de payer comment ça s'appelle, de payer les factures d'électricité. Tout ça constitue des charges pour la société. Maintenant, au-delà de ces trucages de compteurs, il y a également toute l'administration, les ministères qui ont des budgets, mais qui ne payent jamais les factures. Vous avez toutes les casernes qui sont au Togo, les casernes militaires, dont personne n'a le courage d'aller demander au chef-corps ou à ceux qui gèrent les casernes de payer l'électricité. Mais dans ces casernes-là, vous avez des gens qui ont transformé les camps militaires à des usines de production de glaçons. La semaine dernière, on a coupé le courant momentanément au camp Landia parce qu'on s'est rendu compte que tous ceux qui sont là-bas produisaient des blocs de glaçons qu'ils vendaient dans la ville de Kara. Des blocs de glaçons. Et qui paye ces factures? Quand vous allez à la cité du port, à côté du port autonome de Lomé, toutes les épouses de ceux qui habitent cette cité-là produisent tous les jours des glaçons qu'ils vendent dans la zone portuaire. Et à la fin, personne ne paye de facture. Et donc, les agents de la société, par exemple, n'ont pas le courage d'aller dans les maisons des barons, d'aller dans les casernes, d'aller dans certains services pour dire, écoutez, vous devez de l'argent, il faut payer de l'argent à la société. Alors, si l'entreprise qui vous fournit le courant n'est pas capable de faire le recouvrement, comment cette entreprise va fonctionner? Bon, encore qu'une partie de l'argent rentre dans les futilités comme le champagne, les voitures, les bons d'essence et tout ça. Donc, cette gestion scabreuse de la société est devenue aujourd'hui une partie de la gangrène qui est en train de paralyser notre pays. Et donc, pour cette société-là, il faut forcément faire des réformes. Et ça consiste à ce qu'il y ait tout un audit sur toute la chaîne, qu'on arrête tous ceux qui font le trucage de compteurs, qu'on diminue les charges de tous ceux qui sont à la société et qui ne font pratiquement rien, et qu'on remette la société sur les bons rails. Sinon, on va carrément dans le noir. On est déjà dans le noir, mais on va s'enfoncer encore dans le noir. Maintenant, il y a le privilège de tous ces barons-là qui ont installé dans leur maison ou dans certains services des groupes électrogènes qui parfois ont été achetés par la société. Je vous donne un exemple. À la primature, la société a détaché certains de ces agents qui sont à la primature et qui sont aussi au domicile de certains ministres, qui ont des groupes électrogènes chez eux. Quand il y a délestage, le rôle de ces agents-là, c'est d'allumer les groupes et de les entretenir. C'est-à-dire, quand ils se lèvent le matin de la maison, ils vont s'asseoir sur un banc à la primature et c'est là-bas qu'ils sont. Ils attendent. Quand il y a coupure d'électricité, leur rôle, c'est de démarrer le groupe de la primature ou de démarrer les groupes qui sont installés dans la maison des barons. Mais ces gens sont payés par la société. C'est-à-dire que la société paye des individus dont le lieu du travail, c'est le domicile de certains barons ou à la primature ou dans un ministère. La société met aussi à la disposition de certains ministres des chauffeurs.
qu'elle paye gracieusement. Or, ces ministres avaient déjà des chauffeurs ou ont déjà de l'argent pour prendre eux-mêmes des chauffeurs en privé. Donc, voilà comment des gens sans aucun état d'âme sont en train de gérer des biens publics. C'est-à-dire, on puise l'argent, on ne se soucie même pas de ce que la société va devenir. Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'on se retrouve dans une situation désagréable pour tout le monde. Mais qui peut aujourd'hui taper du poing sur la table pour mettre de l'ordre? Parce que quand vous fouillez très bien, quand vous voulez remonter la pente, quand vous voulez voir les tenants et les aboutissants de cette histoire, en fouillant, c'est comme les poupées russes, vous allez voir peut-être à la fin le visage de quelqu'un qui est là, qui normalement doit sanctionner les gens, mais qui lui-même est impliqué, ou il a un proche ou bien une de ses femmes qui est impliquée, donc ne peut pas taper du doigt sur la table. Ça, c'est ce qui concerne la gestion même de la sûreté qu'il faudra revoir. Alors, Isidore, est-ce qu'il y a quelques préoccupations? Parce que je vais étape par étape. Ça, c'est ce qui se passe en interne à la sûreté. Et oui, quelqu'un dit qu'ils ont coupé le courant. Legba Sito, bon, tout ce qui est Sito, là, ils coupent le courant. Sogbo Sito, Legba Sito, Vako Sito, Apé Sito. Même une minute avant de lancer ce direct-là, il y a des gens qui nous ont interpellés parce qu'ils s'apprêtaient à suivre le direct et tiens, c'est coupé. Donc, c'est tout comme ça. Voilà. Bon, de tout ce que tu viens d'expliquer là, voilà, c'est maintenant que moi j'ai su que le courant vient de la société. Sinon, d'après Toto, le courant vient de la brousse, puisque pour lui, quand on coupe chez eux, à Legba Sito, les Sito là, à chaque fois qu'on coupe, son papa disait « Oh, voilà, ces animaux ont encore coupé le courant. » Donc, Toto croyait que c'est de la brousse que le courant vient, quoi. Donc, voilà. C'est pour... Il y a quelqu'un qui demande si la société est vraiment endettée. Oui, la société est endettée, je vais expliquer pourquoi la société est endettée. C'est vrai qu'elle est endettée, mais ça n'empêche quand même pas que des gens raclent au fond de la marmite tous les jours. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui aggrave la situation? La situation est aggravée par deux facteurs. Le premier facteur, c'est les dettes que nous avons auprès des pays voisins. Le Ghana, je l'ai dit tantôt, qu'on prenait le courant, on prenait l'électricité auprès de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria. De ces trois pays, c'est le Ghana qui donne qui a la plus grande quantité, qui nous fournit la plus grande quantité. Et la Côte d'Ivoire, on n'en prend plus depuis quelques années. Donc, les deux pays qui nous fournissent, c'est le Ghana et le Nigeria. Alors, le Ghana fournit la plus grande partie, parfois jusqu'à 200 MW. C'est quand le Ghana nous donne suffisamment qu'on ne sent pas le problème de délaissage au Togo. Le Nigeria donne jusqu'à 50, parfois 60, mais l'électricité qui vient du Nigeria n'est pas stable à cause de la longueur du branchement. C'est-à-dire, depuis le Nigeria jusqu'au Togo, il y a des flottements parfois sur la ligne, ce qui fait que, bon, le courant qui arrive au Togo est parfois instable, mais le Nigeria nous fournit. Et auprès du Ghana, on achetait le courant à crédit et auprès du Nigeria aussi. Et aujourd'hui, selon nos informations, les dettes que nous devons à ces deux pays-là, que la société ou l'État togolais doit à ces deux pays-là, les dettes que nous avons accumulées au fil des années, c'est autour de 250 milliards. C'est autour de 250 milliards que nous devons à ces deux pays. Ce qui fait que les gens du Nigeria, à un moment donné, étaient tellement fâchés, ils ont dit, vous payez une partie de vos dettes et le reste, vous payez avant de prendre la marchandise. Bon, ils ont un terme en anglais, je pense que pay and carry, quelque chose comme ça. Et donc, aujourd'hui, le Nigeria lui-même étant dans une crise totale avec tous les secteurs qui sont en difficulté, vous savez que le Nigeria aussi fait face au délestage et puis leur monnaie est en chute libre avec tout ce qui se passe au Nigeria. Et donc, le Nigeria aujourd'hui non seulement a réduit sa quantité qu'il fournit au Togo, mais aussi demande qu'on paye. Mais le Ghana, c'est à crédit. Et le Ghana nous vendait le courant à 700, à 70 ou 80 francs
à 80 francs que la CET se charge de revendre. Aujourd'hui, on a tellement d'obligations envers le Ghana que le Ghana, pour pouvoir prendre de l'argent, est aujourd'hui obligé de dire, bon, écoutez, nous aussi, nous sommes en entretien, que nous entretenons nos installations. En fait, c'est une méthode subtile que le Ghana a trouvée pour ne plus continuer par nous donner du courant selon nos besoins. Ils en donnent toujours, mais plus comme avant. Le Ghana en donnait jusqu'à parfois 150 à 200, mais aujourd'hui, ce qu'on prend au Ghana, c'est pratiquement autour de ce qui vient du Ghana, c'est pratiquement autour de 80-85, et ce qui n'est pas suffisant pour faire face à nos réalités. Donc, c'est cette dette-là aujourd'hui qu'il faut rembourser. Et donc, partant de ces engagements que nous avons auprès de ces deux pays, je touche maintenant la question de contour global. Parce que, à l'époque, si vous vous rappelez très bien, en 2006, un an après l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, le pays était confronté à une pénurie de courant. Il y avait des délestages partout, il y avait des difficultés, et il avait été dit à l'époque que le Togo allait faire des investissements massifs, des investissements conséquents pour nous mettre à l'abri de cette dépendance de l'extérieur. Donc, et c'est dans cette optique que le projet Contour Global a vu le jour. Et ce projet qui, au départ, a été présenté comme une solution pour que le Togo sorte définitivement de la question de l'énergie, Contour Global est aujourd'hui devenu un boulet pour le pays. Et pourquoi? Je vous explique. En 2006, l'idée de mettre en place cette centrale avait déjà émergé. Et à l'époque, lorsque le dossier a été présenté vers 2006, fin 2006-2007, on se rappelle que le ministre des Mines et de l'Énergie à l'époque était le professeur Nyinevi. Donc, ce projet devait être dépendant d'un approvisionnement de gaz du Nigeria. Il y avait un projet gazoduc qui devait quitter le Nigeria et traverser le Bénin, le Togo et le Ghana. Donc, c'est sur la base de ce projet de gazoduc qu'on avait décidé d'installer cette centrale-là qui devait fonctionner en partie avec le gaz et une autre partie avec le fuel. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lorsque le projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, lorsque le projet a été présenté à l'époque au ministre des Mines et de l'Énergie, le ministre et un de ses techniciens à l'époque, M. Pédassou, je pense bien, si je ne me trompe pas, ont trouvé que ce projet Contour Global n'était pas à l'avantage du Togo. Non seulement le projet n'est pas viable, mais les clauses financières seraient catastrophiques pour le Togo. Et ils avaient émis des réserves, ce qui n'avait pas plu à un certain niveau. Et au lendemain des élections législatives de 2017 et 2007, le professeur Nyinevi a rapidement été balayé du ministère des Mines et de l'Énergie et on a nommé à sa place un certain M. Damipi, qui était précédemment à la CET, mais avant de venir au ministère, qui était à la RSE, l'autorité de réglementation du secteur de l'énergie. Et c'est Damipi qui a piloté, bien évidemment, sous les instructions de Faure Gnassingbé, de Barké, tout ça, ce projet de Contour Global qui devient aujourd'hui une catastrophe pour notre pays. Alors, Contour Global, c'était quoi? C'était une centrale qu'on a voulu mettre sur place avec des partenaires soi-disant américains. On ne sait jamais s'il y a, jusqu'à ce jour, on ne sait pas véritablement s'il y a des Américains derrière cette histoire-là, pour produire chaque année 100 mégawatts à partir du gaz qui devait venir du Nigeria et parfois avec le fuel. Finalement, Contour Global devait vendre sa production à la CEB qui assurait à l'époque la distribution de l'énergie aux sociétés comme la CET ou le Bénin. Donc, après, on a exclu la CEB du projet et on a monté le projet. Et à ce jour, le Togo est un pays
plus ou moins qu'on qualifie d'un pays responsable et démocratique, personne n'a jamais vu le contrat qui lie le Togo à cette société-là. Mais on nous avait dit à l'époque que la centrale devait être ils ont signé un contrat de 25 ans, et 25 ans d'exploitation, et la société et le coût de la centrale est de 100 milliards de francs CFA, et les clauses de ce contrat sont ainsi. La société Contour Global va produire de l'énergie et va vendre à la société. Et comme la centrale, comme le gaz n'est pas arrivé, la société aujourd'hui achète du carburant, c'est-à-dire du gasoil, pour faire tourner les turbines de Contour Global, et Contour Global vend maintenant sa production à la société. La société paye à Contour Global chaque mois 1,2 milliard de francs CFA. Chaque mois, en gros, la société verse à Contour Global 13 milliards de francs CFA par an. 13 milliards de francs CFA par an. Que la société est consommée ou n'est pas consommée le courant, que Contour Global est livré ou pas, la société doit verser à Contour Global chaque année 13 milliards de francs CFA. Et Contour Global, qui était censé fournir à la société 100 MW, aujourd'hui, il n'est même pas capable de fournir 60 ou 70 MW. Parfois, ils sont à 50. Mais la société continue de payer. C'est la société qui entretient les installations. C'est elle qui paye le fuel. Et Contour Global a loué, ils ont loué les bacs à la société togolaise d'entreposage. Bon, voilà, il y a une société là, STE, les cuivres de l'ancienne Shell. Donc, la société a loué les cuivres de Shell, et c'est elle qui achète le fuel, elle le stocke là-bas, elle paye donc la location. Et la location, c'est 117 millions. 117 millions que la société verse à ceux qui gèrent les structures de stockage là-bas. Et donc, finalement, Contour Global, on ne sait pas ce que cette société apporte au Togo. Et on n'a jamais fait le point au Togolais. Et il y a des milliards qui sortent tous les jours du Togo. Je rappelle au passage que lorsque le contrat de la société Contour Global a été signé au Togo, avec Damipi comme l'un des piliers, les enfants de Damipi, les études des enfants de Damipi aux États-Unis ont été prises en charge par Contour Global. Les études des enfants de Damipi, jusqu'à la fin de leur cursus académique, ont été prises en charge par Contour Global aux États-Unis. Damipi lui-même, qui était un agent de la société, qui est devenu ministre, s'est tapé une résidence aux États-Unis, où vit sa seconde épouse. Ensuite, il vit aujourd'hui de Contour Global, parce que les actionnaires togolais de Contour Global, personne ne les connaît. Mais à chaque fois que Contour Global vend 1 kWh, il y a des Togolais qui prennent leur part dedans. Et donc, voilà comment les gens ont organisé des crimes économiques dans notre pays qui écrasent la population. Donc, Contour Global aujourd'hui, c'est énormément d'aspects sur lesquels je ne peux pas venir. Contour Global aujourd'hui, c'est plusieurs aspects qu'on ne peut même pas tolérer dans un pays. Mais c'est des Togolais qui sont derrière ça et qui s'enrichissent sur le dos des populations. Et donc, l'un des plus grands boulets aujourd'hui d'étranglement de la société, c'est Contour Global. Et donc, toutes les recettes de la société, tout ce que la société engrange comme recettes, c'est acheminé pour payer Contour Global. 13 milliards par an, de l'argent pour entretenir les installations, 117 millions par an pour payer le stockage du carburant. La société paye le carburant, et quand Contour Global fait tourner cette turbine, elle revend, c'est-à-dire moi je paye de l'eau pour faire tourner une machine, et quand la machine produit de l'énergie, on me revend cette énergie-là, je paye encore. Vous imaginez ce système-là, comment ça a été créé. Donc,
Voilà comment la société Contour Global fonctionne. Maintenant, comme Contour Global n'est plus en capacité de régler le problème énergétique, alors qu'on l'a présenté comme la structure qui devait nous mettre à l'abri des besoins, on a continué par prendre du courant chez les Ghanéens et puis chez les Nigérians. Maintenant, en 2019, bon, comme on aime toujours inventer les projets foireux, il y a d'autres personnes qui sont venues pour dire, bon, voilà, on va créer une nouvelle centrale au port autonome de Lomé, dans la zone portuaire, qui va s'appeler Centrale Kekeli. Bon, Kekeli, en Minan, ça veut dire plus ou moins la lumière. Et aujourd'hui, cette centrale est devenue l'obscurité. Donc, là aussi, on a commencé, on a monté un projet. Et derrière ce projet-là, se trouvait un certain Adjadi Chegoun Bakari. C'est qui Adjadi Chegoun Bakari? J'avais écrit un article sur lui quand j'étais encore au pays, et les gens me sont tombés dessus, et particulièrement même nos confrères journalistes, parce que c'était un homme très discret qui était ministre conseiller à la présidence au Togo. C'est un Béninois, et il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères au Bénin. Mais il y a 2 ans, il était ministre, 2 ans ou 3 ans, il était ministre au Togo, ministre des Affaires étrangères, ministre des Énergies, conseiller, ministre chargé des énergies renouvelables au Togo. Et donc, c'est ce Adjadi Chegoun Bakari qui a été un pilier de cette histoire de centrale Kekeli. Déjà, il intervenait à la Suété aussi, ça a créé pas mal de problèmes entre lui et Kakati. Évidemment, il y avait tout le temps des tensions entre eux, il ramassait de l'argent là-bas. Et après, il a glissé sur le projet de la centrale Kekeli. Il était aussi sur le projet de Blita, tout ça. Bon, voilà, c'était un super conseiller ministre qui était à la présidence, mais qui était très discret. Et Adjadi Chegoun Bakari, les gens disaient que c'est le réseau Madougou. Non, il n'est pas du réseau Madougou. Il est plutôt du réseau de Sina Lawson. De Sina Lawson, il n'est pas du réseau de Madougou, mais du réseau de Sina Lawson. Et c'est lui qui représentait le Togo dans toutes les grandes réunions où on devait prendre des décisions sur l'énergie. Et moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé de l'Espagne pour me dire, mais il y a un ministre qui est là, quelqu'un qui représente le Togo, mais il a constaté qu'il n'est pas de nationalité togolaise, qu'il est ministre conseiller à la présidence du Togo. Et c'est cette personne qui était scandalisée qui me dit, mais si vous arrivez au Togo, pour que vous allez chercher des gens, le Togo qui a tellement de compétences, le Togo qui a des génies, vous allez chercher des individus totalement étrangers à votre pays pour vous représenter dans des conférences et prendre des décisions à la place des Togolais. Et donc, ce Adjadi Chegoun Bakari, c'est lui qui a piloté, qui était derrière ce projet de centrale Kekeli, qui aussi, comme par hasard, devait produire 100 mégawatts. D'abord, ils sont allés chercher un actionnaire qu'on appelle le groupe Eranov. Le groupe Eranov, on avait déjà entendu parler de ce groupe dans les histoires de Orabank, la privatisation de Orabank. On ne sait pas qui sont derrière cette histoire-là. Et donc, ils ont mobilisé, ils devaient mobiliser 65 milliards pour monter cette société Kekeli, qui devait fonctionner avec le gaz vapeur. C'est comme ça eux-mêmes ils l'appellent, le gaz vapeur, et que le gaz devait venir de la Guinée équatoriale. Il y avait à l'époque plusieurs missions qui partaient en Guinée équatoriale. Alors, le gouvernement togolais a demandé au secteur privé de se manifester pour prendre des parts dans ce projet-là qui devait coûter 65 milliards et devait fournir à terme 65 mégawatts au Togo. Beaucoup de banques se sont bousculées, la BOAD, Orabank, Africa Finance Corporation, la BIA Togo, NCA. Mais ces banques-là, toutes ces banques-là n'ont pas apporté suffisamment d'argent pour vraiment boucler le projet. Alors, l'État a poussé les sociétés parapubliques, para-étatiques, à s'investir dans cette aventure-là. C'est comme ça que la Caisse nationale de sécurité sociale, la Chambre du commerce, INAM, les gens qui sont assurés, qui n'arrivent pas à bien jouir de leur assurance, là où votre argent est passé, vous allez constater ça. Et donc, toutes ces sociétés parapubliques se sont invitées aussi dans l'actionnariat de cette nouvelle centrale à hauteur de 25% dans cette centrale, tout ça là. Et donc, on a
vanter les mérites de cette nouvelle centrale qui va vraiment nous aider à régler le problème. Personne ne connaît vraiment les actionnaires privés, comment ça se passe. Donc, on a récupéré les terrains aux gens là-bas au port de pêche, toute la zone là-bas. On a repris les terrains des gens, on a dédommagé ce qu'on peut dédommager. Et on a mis en place une centrale qui devait coûter 65 milliards. Finalement, on est passé à presque 86 milliards de francs. Donc, les fonds ont augmenté, l'investissement a augmenté. Et cette centrale devait nous fournir, comme je le disais tantôt, 60 mégawatts, 60 ou 65 mégawatts. Tout a été fait, l'inauguration a été faite pompeusement, le président est venu, la première ministre, les gros discours. Et la première semaine, on tourne la centrale prend feu. La première semaine, juste après l'inauguration, la mise en service de la centrale prend feu. La centrale prend feu. Et donc, la centrale Kekeli est devenue la centrale, je ne sais pas, elle est devenue centrale noire. La centrale prend feu et n'est plus en capacité de produire l'électricité qui doit aider la société à résorber le problème, le manquant. La centrale prend feu et depuis l'inauguration en le 26 avril 2021, c'est le 26 avril 2021 qu'ils ont inauguré la centrale, elle n'a jamais réussi à fonctionner 100% cette centrale Kekeli Efficient Power, qui est au port autonome de Lomé. Elle n'a jamais réussi à fonctionner. Entre-temps, le fameux Adjadi Chegoun Bakari, après toutes les malversations qu'il a effectuées au Togo, il a sorti beaucoup d'argent du Togo vers Dubaï. Un matin, il a disparu du Togo et on lit après dans Jeune Afrique, où il avait travaillé avant, un article qui dit qu'il a quitté le Togo pour aller créer un fonds d'investissement à Dubaï. Qu'il a quitté le Togo, il a ramassé ses clics et ses claques, qu'il a quitté le Togo pour aller créer un fonds d'investissement à Dubaï. Comment il a quitté le Togo? Personne ne sait. A-t-il fui? Quels sont les fonds qu'il a sortis du Togo? Personne ne sait. Son nom est également apparu dans cette centrale solaire de Blita Amea qui doit produire 42 MW. Là-bas aussi, il y a des problèmes de batterie. Et donc, il a disparu. Et 6 ou 7 mois après, Talon l'appelle et le nomme ministre des Affaires étrangères. Vous voyez le Togo? Talon le ramène au Bénin et le nomme ministre des Affaires étrangères. Et cet individu, aujourd'hui, il se retrouve dans des grandes conférences avec M. Faure Gnassingbé, qui, selon nos informations, est très furieux, mais ne peut pas lui adresser la parole parce qu'aujourd'hui, il est citoyen de son pays d'origine et donc il est à l'abri de toute remontrance et de toute poursuite. Mais ce monsieur a fait énormément de dégâts au Togo. Et l'un de ses actions, c'est la centrale Kekeli. Il est parmi ceux qui étaient dans le groupe de pilotage de la centrale Kekeli et tout ce qu'ils ont investi là-bas, personne ne sait ce qu'eux-mêmes ils ont récupéré pour disparaître. Voilà comment nous avons passé 20 ans, de 2007 jusqu'en 2022, à investir dans des projets budgétivores, mais qui sont des projets foireux, qui n'ont rien apporté au pays et qui font qu'aujourd'hui, la société est super endettée, l'État togolais qui apporte des subventions ne peut plus tenir, les pays voisins ne sont plus prêts de nous donner le courant sans qu'on ne paye, et que les centrales dans lesquelles nous avons investi ne produisent pas l'électricité à même de résorber nos capacités. Et donc, la société se retrouve dans une situation catastrophique, encore que sa gestion elle-même est scabreuse. Donc, voilà voilà de façon ramassée les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et pour pouvoir retrouver la capacité de fournir du courant en temps réel aux populations, il faut payer les dettes. Non seulement il faut payer les dettes, mais il faut régler aussi le problème de contrôle global qui a investi 100 milliards au Togo, mais qui en 25 ans va récupérer au Togo 500 milliards. C'est-à-dire, Contour Global a investi 100 milliards au Togo, mais au bout de 25 ans, le temps de la concession, Contour Global va récupérer au Togo 500 milliards, c'est-à-dire les dettes et tout, les intérêts de la dette et tout ça. C'est le même procédé pour la centrale Kekeli. Aujourd'hui, elle ne fonctionne pas, elle ne produit pratiquement rien, mais les dettes qu'on a engrangées
Il faut les payer. Et on prend l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'argent qui doit permettre, ce n'est pas une mauvaise idée que la Caisse investisse pour pouvoir permettre aux retraités de vivre mieux. Mais on prend l'argent de la Caisse pour aller mettre dans des projets foireux. Aujourd'hui, les retraités sont en difficulté. Et la Caisse nationale de sécurité au Togo construit des villas de milliards pour des riches, pendant que les pauvres fonctionnaires qui cotisent sont dans des situations difficiles. Et depuis 1970, où la Caisse nationale de sécurité payait 2 000 francs par enfant, les allocations des enfants, 2 000 francs, 45 ans plus tard ou bien 50 ans plus tard, la Caisse continue de payer 2 000 francs aux enfants. 2 000 francs par enfant. 2 000 francs, c'est-à-dire 1 000 francs, 2 000 francs par enfant. Mais la Caisse a quand même de l'argent pour créer des brasseries, pour construire des villas et vendre aux milliardaires. Ce n'est pas normal. L'INAM qui devait normalement s'occuper réellement des problèmes d'assurance, a pris l'argent pour aller investir dans une centrale qui ne fonctionne pas. Donc, voilà comment nous avons monté des projets foireux qui, aujourd'hui, ont des conséquences énormes sur la gestion quotidienne du courant, de l'énergie au Togo. Et nous sommes partis vraiment pour une longue période de difficultés. Et pour s'en sortir, la société serait obligée, d'augmenter encore le prix du kilowattheure. Voilà, de façon... Je ne suis pas allé trop dans des détails pour ne pas vous ennuyer, mais il y a énormément de détails dans ces dossiers-là. Mais bon, je m'arrête là pour cet exposé qui a été un peu long. Et maintenant, s'il y a des questions, je pourrais répondre à certaines questions. Oui, merci beaucoup, Ferdinand. Je pense que nous t'avons suivi dans ce développement, dans cet exposé, qui est très pertinent. Je pense que chacun et chacune a une idée de ce qui se passe dans cette boîte, la CET, et les projets, tous ces projets-là qui ont foiré, qui n'ont rien donné aujourd'hui aux Togolais. Plutôt, les Togolais se retrouvent dans l'impasse avec des coupures de courant, ce délestage qui indispose énormément les ménages, parce que chaque fois, quand vous écoutez les témoignages, les gens se plaignent parce que leurs appareils se grillent, les appareils électroménagers, et tout ça là, ils vont porter plainte contre qui? Donc voilà, ils sont laissés à eux-mêmes, ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est vraiment terrible ce que vivent nos frères et sœurs au Togo actuellement. Je pense que quelqu'un a posé, oui, il y a bien sûr des questions. Quelqu'un a posé la question sur la facture qu'on paie à la CET. Je pense que Ferdinand vient de l'expliquer. Tout ce que la CET ramasse comme facture qui rentre dans la caisse de la CET, c'est ce que la CET utilise pour verser à contour global 13 milliards et quelques par mois. Quand bien même contour global ne fournit pas exactement le kilowattheure qu'il doit donner à la CET. Et c'est très grave. Donc, nos factures, les factures que nous payons, ces factures-là qui sont parfois très élevées, très salées, que nous payons à la CET, voilà ce que la CET en fait. Ils versent cela, tout cet argent-là à contour global, et ce contour global-là n'arrive pas à satisfaire les besoins en termes d'énergie, en termes de courant, d'électricité à la CET. Ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce délestage-là qui nous indispose tous. Voilà, il y a un ami aussi qui a posé une question sur la CEB. Il demande quel est le rôle de la CEB dans tout ce méli-mélo-là. La CEB, à l'époque, c'est elle qui, avec le barrage de Nangbeto, qui essayait de fournir le courant au Togo au Bénin à partir de la production de Nangbeto, mais qui aussi prenait le courant au Ghana et qui assurait la distribution. Mais entre-temps, il y a eu des problèmes et puis les deux pays ont décidé chacun de gérer l'énergie à sa manière. Donc aujourd'hui, la CEB n'assure que le transport à travers ces installations électriques, c'est-à-dire les hautes tensions, et donc la CEB, lorsque par exemple le Ghana
vend du courant au Togo, au Bénin, ce courant arrive sur les installations de la CEB. C'est la CEB qui assure ce transport-là. Et donc, les pays payent à ces sociétés-là. Et je rappelle au passage que le DG adjoint de la CEB aujourd'hui, c'est le même Damipi. Le même Damipi qui est toujours à la présidence, qui a piloté le projet pour Contour Global, qui certainement est actionnaire dans cette société Contour Global, avec Barquet et peut-être même leur grand patron qui est derrière tout ça. Et donc, tous ces gens-là, c'est eux qui sont derrière cette histoire que vous voyez. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrête personne, qu'on ne poursuit personne. Quand la société verse 13 milliards par an, 13 milliards par an à Contour Global, que la société est consommée ou pas, elle verse 13 milliards à Contour Global. Que Contour Global est fourni à la société ou pas, la société verse 13 milliards à Contour Global. Parfois, la société est obligée d'aller s'endetter dans les banques pour payer Contour Global. Donc, on ne peut pas comprendre ce modèle économique que des dirigeants, des dirigeants, des gens qui gèrent un pays, qui sont des patriotes, peuvent faire. Ce qui est scandaleux au Togo, c'est que vous avez des dirigeants qui veulent, je ne sais pas, s'enrichir sur le dos du pays à une vitesse incroyable, au point que le pays est en train de sombrer et personne ne dit rien. Et je rappelle que ces genres de scandales, la société, je l'ai dit tantôt, plusieurs journaux ont fait des enquêtes là-dessus. Liberté, Rendez-vous, Alternative. Il y a énormément d'enquêtes qui ont été faites sur la société Contour Global, mais vous n'allez jamais entendre un seul politicien au Togo ou un membre de la société civile ou un député demander des comptes au gouvernement, demander à savoir mais où est le fameux contrat de Contour Global? Où est ce contrat-là? On ne peut pas mettre des contrats qui engagent tout l'État togolais dans des tiroirs, dans des coffres forts et que personne n'a assez. Au moins, les députés peuvent avoir accès au contrat parce que les députés, c'est eux qui votent les lois et c'est eux qui contrôlent l'action gouvernementale. Donc, on ne peut pas avoir des dirigeants qui sont au-dessus de toutes les lois de la République, qui gèrent le pays comme bon leur semble, qui engagent le pays dans des aventures, et on se retrouve être tous des victimes aujourd'hui. Donc, la société paye de l'argent à Contour Global, paye du carburant à Contour Global, et vous voyez ce qui est extraordinaire. Au-delà de tous ces scandales que nous sommes en train d'évoquer, vous allez constater que depuis la semaine dernière, le Togo a envoyé sa ministre de l'énergie au Niger. Dans une réunion des ministres des 3 pays du Sahel, soit disant que le Niger va vendre au Togo du gasoil pour nous aider à régler notre problème énergétique. Vous croyez à ça? C'est-à-dire, nous sommes un pays côtier et nous avons des terminaux, nous avons des ports, des terminaux chez nous, on a tout chez nous. Et maintenant, nous, on va aller au Niger pour chercher du gasoil dans des camions et les amener du Niger jusqu'au Togo pour faire tourner des turbines. Et le Niger, toute cette zone-là est une zone infestée de djihadistes où les routes ne sont pas sécurisées. Et donc, voilà aussi une autre piste foireuse dans laquelle le gouvernement togolais est en train de s'aventurer. Et donc, ils n'ont que des solutions foireuses. Et donc, voilà. Et quand vous allez fouiller, vous verrez ce qui est derrière tout ça. Et donc, est-ce qu'un pays comme le Togo qui traverse cette crise énergétique profonde, est-ce qu'on pouvait nommer une jeune dame comme cette jeune dame-là, ministre de l'énergie? Et je vous rappelle que cette dame-là, c'est elle qui gère réellement la société. Ils ont mis un pantin là-bas comme directeur, mais c'est elle qui organise, c'est elle qui s'occupe de l'organigramme de la société, qui nomme les directeurs, qui fait les promotions, et le directeur de la société court comme un petit lapin quand la ministre donne des ordres. Et donc, on pioche de l'argent dans les caisses de la société, on construit des maisons, on achète des appartements ailleurs, on achète des véhicules, et c'est les Togolais qui supportent toutes ces charges-là. Aujourd'hui, le compteur cash power, ça ne marche pas. C'est une dette colossale pour la société. Pourquoi c'est une dette pour la société? Parce qu'on s'est rendu compte que le compteur cash power, c'est une anarque. Pourquoi c'est une anarque? Au départ, le compteur mécanique coûtait 19 000 francs. Le compteur mécanique coûtait 19 000 francs. Mais pour pouvoir voler de l'argent, on a dit, bon, on va mettre le compteur cash power parce que c'est plus rapide, c'est pratique et tout et tout. Et le compteur cash power coûte 78 000 francs. Maintenant,
Pour vous brancher le compteur Cash Power, on vous dit d'abord de faire une souscription de 1000 francs. Pendant les campagnes électorales, on rassemble les gens dans certaines villes, on leur dit, bon, il faut faire juste une souscription et puis bon, on viendra vous brancher le compteur. Donc, les gens donnent 1000 francs ou 2000 francs et on leur délivre des notes de branchement et on leur donne le compteur. Mais ces gens-là, quand ils prennent le compteur Cash Power, ils ne l'installent pas. Or, la CET a fait des prêts pour commander ces compteurs-là. Il faut rembourser les prêts. Donc, la CET ne vit que des factures que payent ses abonnés. Et donc, les gens prennent les compteurs Cash Power. Les gens prennent les compteurs Cash Power, ils ne les installent pas, ils les gardent à la maison et ça devient une perte pour la CET. Ça devient une perte pour la CET. Donc, voilà les situations dans lesquelles nous sommes. Et aujourd'hui, la question du compteur Cash Power n'est plus est un gouffre pour la CET. Donc, on a nommé pas mal de gens à la CET. Chacun a nommé sa copine, sa maîtresse, ses amis. C'est une boîte qui est gérée de façon comme une épicerie de quartier. On a fait venir des gens incompétents qu'on a nommés et dont l'objectif, c'est les avantages, c'est racler de l'argent et c'est ce à quoi nous assistons. Quelqu'un a posé la question de l'ethnicisation des sociétés d'État. Je n'aime pas rentrer tout dans ces détails-là, mais c'est un fait. Quand vous prenez la CET, on sait ceux qui, au Togo, sont majoritaires, qui travaillent à la CET. On sait comment les recrutements ont été faits. Quand vous prenez la TDE, c'est pareil. La TDE, vous prenez la TDE, vous prenez tous les directeurs, les 5 ou 6 derniers directeurs de la TDE, ils viennent presque d'une même zone. Et même parfois, certains sont partis à la retraite, certains anciens directeurs de la TDE sont partis à la retraite, ils ont créé des sociétés de prestations et la TDE leur donne des marchés surfacturés. Parfois, ils ne livrent même pas. Mais ils prennent de l'argent. Donc, on a comme le sentiment que les gens ont partagé le pays. On dit, bon, vous êtes de telle partie du Togo, vous prenez les mines et l'énergie, vous prenez l'armée, vous prenez la CET, vous prenez la TDE, bon, vous prenez, je ne sais pas, le TR. Bon, ceux qui aiment faire le Zémidjan, vous allez aussi faire le Zémidjan, ainsi comme ça, le pays est bien géré. Voilà comment le Togo fonctionne. Et c'est vraiment dommage. Parce que quand on nomme les gens sur des bases népotistes, on ne peut pas leur demander des comptes parce que tous ces individus sont protégés quelque part par quelqu'un. Le jour où vous voulez débarquer quelqu'un, c'est un ministre qui vous appelle, c'est un DGE qui vous menace et vous êtes bien obligé de ne pas le débarquer. Voilà la situation de notre pays. Très triste, mais en tout cas, on va continuer par en parler. Peut-être que les mentalités vont changer et que quelque chose va changer pour ce pays parce que les Togolais en ont besoin. Il faut que ça change, il faut que ça change. Il faut que le pays évolue. Je pense que la prochaine question que je voudrais poser, tu l'as effleuré un tout petit peu, et ça concerne le contrat de contour global. Il y a quelqu'un qui demande qui ont signé ce contrat-là. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ce contrat? Qui l'ont signé? Ah, mais c'est le ministre Damipi. C'est le ministre Damipi qui a signé le contrat. Si quelqu'un devait être interpellé au Togo, interpellé d'abord avant de découvrir ses complices, c'est le ministre Damipi. C'est lui qui a signé ce contrat. Et je vous ai dit qu'après la signature de ce contrat, Contour Global a pris les études du ministre Damipi, a pris en charge les études des enfants du ministre Damipi aux États-Unis jusqu'à la fin de leur carrière. Et Damipi s'est offert une maison aux États-Unis, une résidence, tout le monde le sait. Et donc, ces gens-là, c'est des gens qui doivent être interrogés par les organisations de contrôle au Togo s'il y en a. L'Assemblée nationale doit jouer son rôle si elle existe. Et les hommes politiques, la société civile, c'est une bataille qu'on doit mener de façon à obliger aujourd'hui ceux qui gèrent le Togo à rendre compte. Parce que les effets néfastes de toute cette mauvaise gestion se répercutent sur toute la population. Vous imaginez quand des gens sont à Takpamé, Sokone, Kara, je ne sais où, ils n'ont pas d'électricité toute la journée. Comment ils font tourner leurs activités? Comment ils vivent? Comment ils vivent? Comment tous ces gens-là vivent? Donc, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Chacun doit jouer sa partition dans la société. Les journalistes, ils font ce qu'ils peuvent faire avec tout ce que nous avons comme difficulté. Mais il faut que les hommes politiques s'assument. Il faut que les hommes politiques ne doivent pas seulement exister quand il y a les élections. Il faut qu'ils s'assument. Il faut qu'ils demandent des comptes. Et les députés, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Les députés n'ont qu'à jouer leur rôle. Les acteurs de la société civile, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Les associations des consommateurs,
Ils n'ont qu'à jouer leur rôle. C'est ça, une société. Une société, c'est le débat. C'est pousser ceux qui gouvernent à rendre compte de ce qu'ils font de l'argent public. Mais au Togo, on a le sentiment, ou ce n'est même pas un sentiment, c'est une réalité. Les gouvernants sont au-dessus de toutes les lois. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils gèrent le pays comme ils veulent. Et bien, nous tous, nous subissons les conséquences. Nous subissons les conséquences. Ah oui. Et cette conséquence-là, elle est très lourde. Elle est très lourde à porter par les Togolais aujourd'hui. Il y a un ami qui se pose la question sur ce fameux contour global-là. Il demande est-ce que ce contour global-là fonctionne toujours? Je pense que cette question-là, oui, elle a déjà trouvé sa réponse dans ton développement, puisqu'on continue de le payer. Elle fonctionne de façon tétraplégique, si vous voulez. Voilà. Donc, elle fonctionne comme elle peut fonctionner, mais elle n'est pas en capacité de fournir ce qu'elle doit fournir pour que le pays puisse avancer. Malheureusement, c'est ça. Oui, sur la question de l'interpellation de l'Assemblée nationale, voilà, tu as déjà dit ça. Il y a des députés là-bas qui n'interpellent jamais. Oui. Comment se fait la passation de services entre les directeurs de la CET? Est-ce que l'ancien directeur a des dossiers qu'il remet au nouveau directeur? Moi, je ne sais rien. Rappelez-vous, quand le Nigeria avait commencé par nous menacer de coupure de courant, il y a Kakati, qui était l'ancien directeur, qui était parti dire que le Togo va verser de l'argent, 6 milliards. Mais est-ce que les 6 milliards ont été versés? Non, puisqu'aujourd'hui, on a des dettes énormes envers le Nigeria et le Ghana. Et donc, ces gens rechignent à nous approvisionner. Voilà, donc voilà les réalités. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si cette question-là, on peut la répondre. Quelqu'un qui pose la question de savoir pourquoi il y a pénurie de compteurs électriques à la CET. Déjà, la CET est grabataire, donc ça se voit qu'elle manque de tout, manque de matériel de travail, de matériel d'installation pour les ménages, pour les clients qui en demandent. Donc, la pénurie des compteurs électriques, c'est une histoire qui date il y a très longtemps. Les gens réclament, les gens n'en ont pas. C'est le cash power qu'on propose aux gens. Et je pense qu'il y a des clients qui sont pleins parce que le cash power aussi, le kilowattheure qu'ils achètent, ce n'est plus ça. Les gens sont sûrs que la suite les vole par rapport au kilowattheure qu'ils achètent sur le cash power. Bon, la prochaine question, Ferdinand, il y a quelqu'un qui demande si avec tous ces projets contour global, Kelly, il y a d'autres projets, CISO pour la zone rurale, il y a le projet Perle pour éviter la toile d'araignée. Est-ce qu'avec tous ces projets-là, est-ce que le Togo pourrait s'autosuffire en matière d'énergie? En réalité, oui. En réalité, oui, parce que les besoins du Togo sont autour de 310 MW. 310 MW, et selon les informations que nous avons glanées à gauche et à droite, 310 MW. Et normalement, si tous ces projets étaient allés à terme et que les choses fonctionnaient normalement, on aurait pu ne serait-ce que se mettre à l'abri de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Malheureusement, 15 ans après le début de ces investissements assez lourds, on n'a pas réglé le problème. C'est comme on est revenu à la case de départ, puisqu'aujourd'hui, on est totalement dans le noir. Donc, il faut aller chercher le courant au Ghana, aller le chercher au Nigeria. Le Ghana ne veut pas nous fournir dans sa capacité, il ne veut pas nous donner la capacité que nous demandons parce que nous avons des dettes. Le Nigeria, pareil, puisque ces pays aussi ont des difficultés aujourd'hui. Et donc, nous avons fait des investissements en réalité qui ont endetté le pays, que les contribuables continuent de payer à travers toutes les factures, les augmentations du kilowattheure, tout ça. Mais nous n'avons pas la disponibilité de l'électricité. Donc, nous payons pour quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes en train de payer des dettes, mais nous n'avons pas le service en retour. Donc, voilà la réalité. Et pour glisser sur la tête d'eux, c'est la même catastrophe aussi là-bas. Mais vous savez très bien que
la TDE a besoin du courant électrique pour faire pomper les points d'eau et mettre l'eau dans les châteaux. Puisque s'il n'y a pas de courant, la TDE ne peut pas pomper l'eau et le mettre dans les châteaux et le redistribuer. D'où parfois la TDE aussi a des problèmes. Donc voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Et tout ça, c'est le manque de vision. Le manque de vision des dirigeants. S'ils étaient des dirigeants consciencieux, visionnaires, s'ils n'avaient pas privilégié leur business, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça la réalité. Merci beaucoup. Et dans un pays normal, Isidore, excuse-moi, la ministre des Mines et de l'Énergie devait faire une communication. Elle devait faire une communication, elle devait s'expliquer. Et même si elle n'est pas interpellée par les députés, par rapport à l'ampleur du délestage, aux dégâts que le délestage crée aujourd'hui pour les Togolais, la ministre devait s'expliquer. Mais voilà, elle est là, elle fait son petit malin, elle n'a rien à foutre. Voilà, c'est ça le Togo. Personne n'est responsable, personne ne rend compte. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Ah, voilà, tout porte à croire que le bien-être des Togolais importe peu. Hein, donc, ce n'est pas encore inscrit dans l'agenda de certains, de ceux qui prétendent diriger ce pays. C'est normal que des gens posent la question si ce pays-là même est encore dirigé ou si on peut l'appeler encore pays ou république. Quelqu'un parle d'un projet. Il y a quelqu'un qui parle des panneaux solaires. Oui. Les panneaux solaires, c'est une très bonne chose, mais les panneaux solaires ne peuvent pas faire tourner la grande industrie. Les panneaux solaires ne peuvent pas fournir des énergies qui sont capables de faire tourner de grandes industries. Les panneaux solaires peuvent alimenter des ménages comme ils sont en train de le faire là, mais encore faut-il qu'il faut entretenir ces panneaux-là. Vous allez voir le projet CISO, ou je ne sais pas comment ils l'ont appelé, projet CISO, je ne sais pas quel projet là. Vous allez constater que à Lomé, dans certains quartiers et dans certains villages, on a mis des lampadaires solaires. À Nikonakpo ou Kodjeviakopé, sur une rue là, ou bien deux rues, l'ancienne rue Gaïchou. Aussi, quelques rues à Lomé, dans les villages à l'intérieur du pays, on a installé quelques panneaux solaires. Mais ces panneaux solaires n'ont pas fait plus de 6 mois. Aujourd'hui, ces panneaux solaires ne fonctionnent plus. Ces panneaux solaires ne fonctionnent plus. Et pourtant, un seul lampadaire de ces panneaux solaires a coûté 2 500 000. Un seul panneau a coûté 2 500 000. Et ces panneaux solaires ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et les gens, ils vont vous dire que les gens ont volé les batteries. Vous allez constater que les batteries qui étaient placées en bas du pilier ont été volées. Et on vous dira que l'entretien ne se fait pas parce que les panneaux solaires dans un pays comme le nôtre où il y a énormément de poussière, il faut passer régulièrement pour entretenir les plaques solaires. Donc, les plaques n'ont pas été entretenues, les panneaux ont été volés, les fils ont été volés, et donc, tous ces panneaux solaires, ces lampadaires qu'on a mis en panneaux solaires à Lomé, dans certains quartiers et dans les villages, plus aucun panneau ne fonctionne. Et pourtant, ces panneaux ont été facturés 2 500 000 francs le seul lampadaire. Vous imaginez les milliards qu'on a engloutis dans ces projets-là. Et ceux qui ont géré ça sont là. Et personne ne leur dit absolument rien. Merci Ferdinand. Voilà. Il y a une autre question qui concerne la centrale de Blita, solaire de Blita, voilà, Blita. Il demande si elle fonctionne toujours. Elle fonctionne aujourd'hui. Oui, elle est censée produire 42 mégawatts. Il semble qu'il y a des problèmes d'entretien. Elle fonctionne quand même, mais il semblerait qu'on va l'agrandir encore pour plus de productivité. Je pense que c'est un fonds saoudien. C'est les Saoudiens et les Togolais. Et le problème du Togo, c'est qu'il n'y a aucune transparence dans tout ce qui se fait. On endette le pays, mais il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de transparence. On ne sait pas qui sont derrière les projets, quelles sont les clauses qui lient l'État togolais à ces partenaires-là, combien nous payons et combien d'années ça va durer et pourquoi on n'a pas le résultat. Donc, c'est ça le problème. Donc, voilà. Vraiment, c'est terrible. Nous évoluons, nous allons vers la fin de cette émission parce que nous avons promis que cette émission fera seulement
Hello, Est-ce que les gens nous président? suivent? Oui, oui, ça va. Oui, oui, c'est bon. Oui. Ok, d'accord. Je ne sais pas si tu as, si tu connais l'existence du barrage de Bamono. Je ne parle pas d'un projet de barrage de Bamono. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, ce projet a été abandonné. C'était le projet à Adjralala qui devait être un barrage commun au Togo et au Bénin. Malheureusement, je ne sais pas, il y a eu des études de faisabilité et tout et tout. Et puis bon, je pense que ce projet a été abandonné. Euh, mais pour nous, après avoir fait le tour de tout ça, avant de conclure ou bien de répondre encore à quelques questions, il faut véritablement prendre le taureau par les cornes. Il faut nettoyer les écuries d'Ogias. La CET mérite un balayage total. Que font par exemple une vingtaine de directeurs à la tête des structures de la CET? Une société qui est gravataire, la vingtaine de directeurs, ils font quoi? Ça dit que vous avez des gens qui se lèvent le matin, ils viennent au boulot, ils ne font pas pratiquement grand-chose, ils allument la clim, ils vivent, ils ont des voitures de commandement, ils ont des chauffeurs, ils ont des bons d'essence, ils ont des salaires, et puis ben voilà, sur une société qui est grabataire. Vous avez des projets qui sont financés pour électrifier certains villages à l'intérieur du pays, qui sont financés. Il y a des barons qui détournent ces projets et les transformateurs pour alimenter leurs fermes. Les fermes dans lesquelles ils ont mis des peuls et des bœufs au détriment des villages. Ça aussi, ça existe. Et ça se fait aussi en complicité avec certains de la société. Vous avez des villages à l'intérieur du pays où on doit alimenter des villages. Il y a des projets d'alimentation des villages. Et on est en train de drainer les conduites les poteaux et tout ça. Arrivé, il y a des barons qui détournent les transformateurs pour alimenter leurs fermes agricoles, qui ne produisent rien pour les Togolais. Ce sont des fermes de plaisance. Les week-ends, on va là-bas, on mange la viande de brousse, on va avec les filles, et puis on a des peuls qu'on fait venir du Niger ou du Nigeria pour conduire les bœufs. Et quand les bœufs vont détruire les champs des paysans, voilà, il y a un juge quelque part qui donne raison aux peuls par rapport aux paysans parce que les bœufs appartiennent à un baron, à un ministre ou à un officier supérieur. Voilà ce qui se passe dans nos localités. Voilà, c'est-à-dire que nous pouvons passer toute une journée à parler de ce qui se passe à la société. C'est scandaleux, c'est ahurissant. On ne peut pas gérer un pays comme ça. On ne peut pas gérer une société d'État comme ça. Tous les barons qui sont à la caisse, qui sont à la cité du Millénaire, qui ne payent pas l'électricité, mais qui ont des piscines, qui ont des garages climatisés, qui n'éteignent jamais leur climatiseur. Dans tous les pays au monde aujourd'hui, on est dans une phase de rationalisation de l'énergie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des ampoules LED, des ampoules qui consomment moins et tout ça. Il y a qu'au Togo où des gens sont dans l'administration, ils allument des clims, ils partent, ils ne les éteignent pas, personne ne leur demande des comptes. Des gens font ce qu'ils veulent. Au nom de quoi, dans des cités, dans des casernes, les gens utilisent l'électricité pour produire du glaçon, ils vendent, et personne ne leur demande des comptes. Toutes ces charges-là reviennent à qui? Donc, il y a la question de la gestion saine de la société, la gestion parcimonieuse des ressources de la société, mais il y a aussi la question de tous les investissements qu'on a eu à faire ces 15 dernières années qui n'ont rien produit comme résultat. Donc, la société doit être nettoyée comme, je ne sais pas, quelqu'un le disait ici en France, un nettoyage au quartier. Il faut nettoyer la société. Nettoyer la société, totalement. Et les gens qui sont dans cette boîte, qui veulent faire du bon travail, on les met au garage, ou parfois même on les tue spirituellement. Il faut nettoyer tout ça. Et il faut arrêter, il faut stopper cette ingérence, cette capacité des ministres de l'énergie et des mines à prendre de l'argent à la société comme ils veulent, à nommer qu'ils veulent à la société, à prendre des voitures, à s'acheter des choses dans les caisses de la société. Demain, vous apprendrez que la petite ministre là, qui à peine a fini ses études, est devenue ministre au Togo, est milliardaire. Elle a pris cet argent où? Voilà. Et ça nous renvoie à la question de la déclaration des biens et que les gens refusent de faire depuis 20 ans. Voilà comment notre pays fonctionne. Merci, Ferdinand. Oui, une dernière question peut-être, voilà. Je sais qu'il y en a encore beaucoup, mais bon, on va prendre ça. Voilà, quelqu'un qui demande, lorsqu'il y a des dommages qui ont été causés lors des coupures de courant,
courant, est-ce qu'il y a des voies de recours pour porter plainte? À qui? Normalement, il faut s'adresser aux associations de consommateurs. Fondamentalement, il doit y avoir des voies de recours, mais à quoi sert la justice dans notre pays? Qui vous voyez là-bas à la justice togolaise pour condamner une société d'État? Qui va vous donner raison? Les juges au Togo, ils ne frappent que quand il s'agit des journalistes. Mais quand il s'agit de dire vraiment le droit, vous ne les verrez nulle part. Donc, je ne sais pas. Voilà, il y a des voies de recours, mais c'est la gabégie à la société qu'il faut arrêter. Vous savez, les ministres, les directeurs là qu'on a nommés, vous savez combien ils prennent comme bon d'essence? 350 litres par mois. 350 litres par mois. Chaque directeur qu'on a nommé la société là-bas prend 350 litres d'essence par mois. Ça, c'est le budget de la société. Hein? Ouais, 350 litres par mois. Ouais. Et donc, si les directeurs prennent 350 litres par mois, vous imaginez combien la ministre même elle prend. Combien la ministre même elle prend. Donc, on est dans une situation d'inconscience totale dans la gestion des affaires publiques. Et ça ne choque aucun Togolais. Et quand vous en parlez, il y a des Togolais qui ont le courage de venir vous dire que non, que vous en faites un peu trop, alors que nous sommes tous victimes de ça. Quand on parle des routes au Togo, quand on parle des routes de l'état des routes au Togo, tout le monde dit ouais, vous exagérez. Mais voilà les routes qui sont en train de tuer. Les routes tuent dans toutes les familles. Hein. Et les routes ne tuent pas que dans la famille de Ferdinand, de Isidore, de je ne sais qui. Les routes tuent dans toutes les familles. Mais si nous avons de bonnes routes, nous les avons pour nous tous. Donc, la société, c'est la même situation. Il ne s'agit pas de défendre des gens, il s'agit de mettre des gens devant leurs responsabilités. Voilà, on ne peut pas gérer une société d'État comme ça, on ne peut pas gérer un pays comme ça. C'est moins qu'une épicerie de quartier. Et c'est ça qui choque aujourd'hui dans ce qui se passe. Donc, nous allons encore assumer pour longtemps le délestage. Et attendez-vous à une augmentation des prix du kilowattheure. C'est incontestable parce que la société n'aura aucun moyen pour résister. Ou soit elle ferme, elle met la clé sur le paillasson. Les voisins aussi, nous sommes tellement endettés qu'ils ne veulent plus. Bon, ils font les caprices, c'est normal. Nous sommes des mauvais payeurs. Bon, nous passons tout notre temps à faire des médiations. Le peu d'argent qu'on a, on va faire des médiations, on fait venir des gens chez nous. Mais on n'arrive pas à produire de l'électricité pour régler nos problèmes. Vous avez vu les lampadaires qui sont à Lomé, les nouvelles routes là qu'on a fait, les lampadaires ne s'allument pas parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les factures. Et donc, quand les lampadaires ne s'allument pas sur les nouvelles routes, la nuit, les risques d'accident sont élevés. Donc, on est tous victimes de ça. On est tous victimes de ça. Merci beaucoup, Ferdinand. Je pense qu'on va mettre un terme à l'émission avec cette réaction. Je pense que celui qui a posé la question sur la centrale de Blita a eu des réponses parce qu'il y a des commentaires qui défilent. Parce que Bassa, Blita, les alentours de Blita, il n'y a pas de courant également là-bas. Donc, c'est que ce projet-là aussi est défaillant. Oui, Ferdinand, tes mots pour conclure cette émission. Je rappelle que cette émission, nous la ferons également le samedi prochain à la même heure. Nous avons décalé l'heure parce qu'il y a certains qui nous l'ont demandé, parce que dans l'après-midi, il y a beaucoup qui ne sont pas encore rentrés vers 15h. Donc, nous avons décalé l'émission vers 19h pour que tout le monde puisse, le maximum de gens puissent suivre l'émission. Oui, Ferdinand. Oui, moi, je voudrais juste, à la fin de cette émission, interpeller la conscience de tous les Togolais. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au pays, mais les gens nous interpellent. Les gens disent, il faut faire ci, il faut faire ça. La dernière fois, quand il y a eu cet accident qui a coûté la vie à ce compatriote médecin et son chauffeur, paix à leur âme, il y a des gens qui nous ont envoyé plein d'informations en inbox pour nous dire il faut parler de la route, la nationale numéro 1. Mais je me rappelle que quand nous étions à Lomé, on a énormément fait des émissions sur cette route-là, en disant que ça fait 20 ans, et ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans que Fort est là. Rappelez-vous, en 2005, Fort a dit, pendant sa campagne, dans les 20+, j'ai ce deux petits documents-là, on va les décortiquer au moment venu, il va faire une autoroute Lomé-Saint-Cassé. Rappelez-vous,
Je ne sais pas si les gens se rappellent encore. Dans ces programmes, il avait promis de construire des terrains de football, de jeu un peu partout. Il n'en a jamais construit un seul. Il a dit qu'il va construire une autoroute Lomé-Saint-Cassé. Il n'a jamais démarré. En 2010, au retour d'un voyage, 2010 ou 2013, au retour d'un voyage en Arabie Saoudite, ils nous ont dit qu'ils ont reçu 1000 milliards de l'Arabie Saoudite pour commencer l'autoroute, qu'ils ont appelé l'autoroute de l'espoir. Ça n'a jamais commencé. Et donc, ça fait 20 ans que Faure au pouvoir, il n'a pas fait une route continue. Et lui-même, il ne passe pas par là. Et à chaque fois qu'il rejoint le Nord, il est en avion. La dernière fois qu'ils ont fait le congrès, toutes les grandes dames du pays sont parties en avion. Ça veut dire que la route même, il évite. Et vous avez vu ce que les voisins font, que ce soit au Sénégal, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, qu'on aime Ouattara, ou qu'on ne l'aime pas, qu'on aime Macky Sall, qu'on l'aime pas, qu'on aime Talon, qu'on l'aime pas. Mais de façon factuelle, ces gens-là, ils sont en train de changer leur pays. Ils sont en train en termes d'infrastructure, ils n'ont pas le même nombre de mandats que le président du Togo, mais en si peu de temps, ils sont en train de faire énormément de choses. Et donc, nous, on a toujours gardé cette route-là, dont le tracé est colonial, on ne l'a jamais élargi, et c'est difficile pour les gens. Et vous avez vu l'état de la route. Et donc, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre chose que d'interpeller la conscience des Togolais. Quand cette histoire de délaissage a commencé, si vous suivez très bien les réseaux sociaux, vous allez constater que tous nos compatriotes qui sont sur la toile aujourd'hui et qui ont le titre d'influenceurs et tout, ils ont commencé par crier que oui, il n'y a pas d'électricité, que c'est la sûreté, la sûreté, la sûreté. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dénonce la malgouvernance de notre pays, mais ces gens-là ne sont jamais impliqués. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le courant pour faire leur TikTok et faire leur clash. Parce qu'il n'y a pas le courant, donc il n'y a pas la connexion pour faire régulièrement les TikTok et pour faire leur clash. Mais nous devons comprendre que tout ce qui arrive là, nous sommes tous victimes. S'il n'y a pas le courant, celui qui a son atelier ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas le courant, les gens qui vendent leurs petits poissons ne peuvent pas fonctionner. S'il n'y a pas le courant, l'électricité est la base de tout aujourd'hui dans une société moderne. S'il n'y a pas d'électricité, on est tous victimes. Donc, il faut que les Togolais s'occupent des problèmes de leur pays plutôt que de passer tout le temps à faire à discuter des futilités. C'est vrai que parfois, on peut discuter des sujets pour faire rire, pour s'amuser, mais il faut que la gestion de notre pays nous préoccupe. Sinon, les générations futures vont avoir des sérieux problèmes. Ce qui se passe au Togo, c'est incroyable. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg que nous sommes en train de décortiquer ici. Si on met vraiment du temps pour parler de ce qui se passe au Togo, je ne sais pas si les gens peuvent supporter. Donc, il faudrait que les gens se réveillent et pour que notre pays puisse être un pays normal. Voilà, pour être un pays normal. Donc, voilà ce que moi je voulais dire. Et comme je l'ai dit tantôt, en attendant de reprendre l'autre journal dans toute sa plénitude, nous faisons les Facebook Live pour le moment. Et je voudrais informer tous ceux qui nous suivent ici que la semaine prochaine, nous allons reprendre entièrement nos activités au niveau de l'alternative. Je dis que c'est une reprise progressive. Et la semaine prochaine, cela fait un an, la semaine prochaine, que nous avons arrêté nos parutions. Et nous avons pris du temps pour travailler, pour réfléchir. Et avec nos partenaires, nous avons décidé de revenir sous un autre format. Et donc, d'ici la fin de la semaine prochaine, nous ferons une grande conférence de presse avec l'appui de Reporters sans frontières qui nous a énormément aidé pour relancer ce journal-là, pour présenter le nouveau format que prendra l'alternative. Et donc, ce sera le retour dans les kiosques de nos différentes parutions. Donc, je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui sont restés en ligne pour passer ce moment avec nous, pour parler de nos problèmes. Ce sont des problèmes du Togo. Il n'y a que nous qui pouvons en parler. Et espérant que ceux qui ont encore une conscience à la tête de l'État vont prendre leurs responsabilités pour mettre fin à cette gabégie
et situer l'opinion sur ce qui se passe. Et j'espère aussi que les acteurs politiques, les responsables de la société civile, bon, les députés ils sont déjà sortants, s'il y en a d'autres à l'avenir, vont demander des comptes. Parce que c'est tout le pays qui est endetté, c'est le pays qui est écrasé par les dettes à cause des choix hasardeux et des projets dont on ne connaît vraiment pas dont on ne connaît pas vraiment les profiteurs. Donc voilà ce que moi je peux dire. Et je dis merci à tous ceux qui étaient en ligne et qui ont sacrifié 2 heures de leur temps pour nous suivre. J'espère que après cet exposé-là, chacun comprend aujourd'hui ce qui nous arrive et pourquoi on a les délestages. Comme la CET ne veut pas parler, comme la ministre des Mines ne veut pas parler, comme les premiers responsables du pays ne veulent pas parler, nous les journalistes, on a pris la responsabilité de venir exposer sur la place publique les vrais problèmes que nous avons au niveau du Togo et qui nous créent aujourd'hui des ennuis sur le plan de l'électricité. Nous avons 250 milliards à rembourser au Ghana et au Nigeria, c'est des dettes qu'on a, et on a investi dans des projets foireux qui n'ont abouti à rien, mais qui ont englouti de l'argent et qui ont étranglé aujourd'hui la CET. Et nous avons aussi la gestion catastrophique de la CET en interne sur fond de népotisme, de tribalisme, de tout ce que vous savez. Et tout ça fait aujourd'hui que le pays est au bord du gouffre, sinon au fond du gouffre. Voilà donc ce que je voulais ajouter avant que nous ne terminons ce Facebook Live. Merci beaucoup, merci à ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Et voilà. Merci, merci Ferdinand. Merci Ferdinand pour ton exposé, pour tes éclaircissements, surtout pour les questions que nos amis ont posées en direct. Nous étudions la possibilité de faire les TikTok, les live TikTok aussi. Nous allons y arriver. Et la possibilité pour vous aussi de poser des questions en direct dans l'émission, nous allons aussi y arriver. Nous étudions tout ça là. Progressivement, nous allons reprendre toutes ces activités-là. Merci à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Vous nous avez accordé votre temps en nous suivant avec votre contribution, les questions, les commentaires, les apports. Merci à tous et à chacun. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. D'ici là, nous vous dirons le thème, le sujet que nous allons mettre dans cette émission-là. Ferdinand a annoncé tout à l'heure la reprise la semaine prochaine du journal. La semaine prochaine, nous allons en faire un lancement officiel avec nos partenaires qui sont le RSF Reporters sans frontières, il y a aussi Amnesty International, le CPJ également, donc voilà. Et le CCRP, le consortium de journalistes d'investigation qui est basé à Londres. Donc, nous allons, avec tous ces partenaires-là, faire un lancement officiel la semaine prochaine. Notre journal L'Alternative va revenir très bientôt dans les kiosques. Merci à vous. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et un très bon dimanche. À la prochaine.